Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Benjamin Colbock et Arnaud Sachet. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence COSA. Pour vous introduire, je vais tout simplement vous citer. L'architecture de COSA se nourrit de cartésianisme et de système. Elle cherche dans la relation entre programme, structure et site les mises en équation minimales. En s'interdisant la forme arbitraire, le storytelling, le dessin salvateur transcendant un problème, elle poursuit l'évidence géométrique et constructive. Elle cherche les plaisirs de l'architecture, le paysage, le temps qui passe, la douceur des matériaux, la beauté de leur mise en œuvre. L'architecture de COSA est claire et tenue, rigoureuse. COSA défend l'idée que l'architecture se doit d'être simple pour répondre à des questions complexes. Les architectures de COSA cherchent les frictions programmatiques dont émergent de nouvelles situations et leur sens dans une société mondialisée. Vous voulez réagir à ce texte que vous réentendez ? Non, mis à part dire que je pense que ça résume assez bien ce qu'on s'était dit pour préparer cet entretien. Donc non, il est pas mal en fait. Bon. On l'avait oublié, mais il est pas mal du tout. Voilà. Merci de nous le rappeler. Alors, on va commencer par le début. Quels furent vos parcours respectifs, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études? Alors, on commence par le... Je vais commencer. Alors, Arnaud Sachet. Donc, moi, je viens de Normandie, d'une famille de marins. Je n'étais pas prédestiné à l'architecture du tout à l'origine. J'ai passé un bac scientifique. J'ai enchaîné avec une prépa, donc maths sup, qui, à la base, me destinait plutôt à faire de l'architecture navale. Et j'ai intégré l'ENSAIS en 97. Et finalement, je me suis pris au jeu de l'architecture, finalement, pas navale. Et je suis sorti diplômé en 2001, très jeune. Et donc, je suis rentré très jeune, à 21 ans, dans la vie active directement. Et en entrant dans une agence? En entrant dans une agence en Bretagne, chez Jean Gervilly. D'accord. Et vous, Benjamin? Alors, je vais revenir après sur le nom Colbock, parce que Oui. Comme le nom de pont, il est lourd de signification et d'histoire. Je ne vais pas commencer par ça, dans la mesure où moi je dessinais beaucoup, et j'aimais beaucoup le dessin. J'habitais dans le Nord Anjou. J'ai rencontré des amis qui ont été très importants pour moi et qui sont devenus des figures dans leur milieu, notamment l'artiste Aurélien Froment et un marchand d'art, Benjamin Després, qui a une superbe galerie à Paris, qui sont lui et d'autres amis, des compagnons de réflexion, de dessin. On a beaucoup dessiné, on se nourrissait beaucoup de peintres pré-raphaélites dans notre fin fond de l'Anjou, avant Internet, souvenez-vous, donc il fallait prendre le bus pour aller à Angers, pour aller à la médiathèque, et puis aller explorer tout ça. Et puis on a découvert, je sais pas, l'underground américain dans la bande dessinée, on a fait des fanzines, etc. Donc on était très éloignés de tout et en même temps assez ouverts sur plein de choses. Et puis avec ces copains-là, très vite on a commencé à voyager, parce que je pense que si je tiens quelque chose de ma famille, c'est le goût du voyage, beaucoup. Parce que je viens d'une famille d'architectes. Donc Colbock, pour qui connaît un tout petit peu l'architecture, le milieu de l'architecture française, il y en a plein.
J'ai un grand-père qui était architecte que je n'ai pas connu, mais qui a eu une très grosse agence pendant les 30 Glorieuses, qui a notamment construit le marché de Rungis, quelques centres commerciaux et quelques hôpitaux, et puis je crois 32 000 logements en tout, enfin une échelle absolument phénoménale, qui était marié avec ma grand-mère qui était elle-même architecte, donc née en 1917, femme architecte, ce qui était quand même assez exceptionnel. Ils ont fait un voyage aux États-Unis où ils ont rencontré Wright notamment, donc au début des années 50. Ils ont été visiter l'agence de Neutra, de Miss, etc. Et puis ils sont rentrés en France où ils ont eu leur carrière. Ils ont eu 9 enfants. Dans les 9 enfants, il y a eu 4 architectes. Dans les 4 architectes, mon père est un de ceux-là. Donc, a priori, tout devait me conduire à ça, sauf qu'en fait, on ne parlait pas tellement d'architecture. En tout cas, avec mon père, peu. Par contre, on a fait des voyages. Il y avait cette espèce d'ouverture qui conduisait à plein de choses, qui fait que très vite, avec ses copains d'Angers, on a essayé, on a fait du stop, on a traversé l'Europe, on a été voir des trucs, etc. Et j'ai commencé les études d'archi un peu dans ce contexte-là. Donc un contexte assez, je dirais, curieux et pluriel. Quelle école ? Alors, école d'architecture, la première école que j'ai faite, c'était Versailles. J'ai fait mon premier cycle à Versailles, j'ai détesté. Donc, je suis devenu l'enseignant en réaction totale à l'enseignement que j'ai eu de l'époque. Comment je pourrais le qualifier ? C'est un enseignement qui était... Ça a changé peut-être depuis. Disons qu'il y a des trucs qui n'ont pas changé dans l'enseignement de l'architecture en France. C'est un enseignement qui était très mauvais sur la construction. Je pense qu'Arnaud, toi, tu n'as pas eu ça. Je pense que c'était beaucoup plus intéressant et structuré chez vous, non ? Nous, l'ENSAIS, le département architecture, est intégré dans une école d'ingénieurs. Donc, c'est une école qui est à Strasbourg, qui est une école publique qui a cette particularité-là dans son enseignement. Et c'est vrai qu'on a un enseignement technique qui est assez complet dans tous les domaines qui gravitent autour de l'architecture. Et on bénéficie aussi de tout l'enseignement des départements génie civil, génie climatique et énergétique, plasturgie, topographie, qui sont aussi enseignés dans l'école. Et donc Versailles. Alors qu'à Versailles, l'enseignement de la construction, c'était... moi, j'avais fait un bac scientifique, j'étais assez bon à l'école. L'enseignement de la construction, c'était faire des structures en spaghetti et une espèce d'approche... où en gros ma conclusion de ce premier cycle à Versailles était plutôt de se dire que les études d'archi, on apprenait à être autodidacte et puis on se débrouillait avec les moyens du bord. J'ai quitté donc cette école qui me plaisait pas du tout pour aller à Belleville, où là je suis entré dans une école qui était encore à l'époque scindée en 2 camps très opposés, les classiques et les modernes, les classiques sous l'égide de Bernard Huette et les modernes avec la figure de Siriani. C'était un peu la fin de cette époque, c'était plus tellement des débats d'actualité quand j'ai commencé à Belleville, c'était en 97. Donc j'ai fait mon 2e cycle à Belleville avec, pour le coup, beaucoup de fascination pour un enseignement qui était réellement structurant et dans lequel on apprenait réellement des choses. Alors on mettait son cerveau de côté, c'était pas un enseignement de la créativité, de l'expression individuelle, etc. Mais au moins, c'est un enseignement, on apprenait des choses, etc. Donc autant je pense que très probablement à la fin des études, il ne nous accompagnait pas suffisamment à un positionnement personnel, à une réflexion personnelle. Et donc j'ai fait par la suite une autre crise d'adolescence tardive à essayer de me dépêtrer de cet enseignement de Belleville. Mais autant, par contre, il y avait des bases et des acquis qui sont absolument fabuleux. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Juliette Pommier a publié une anthologie de textes de Bernard Huette. Non, je ne l'ai pas lu. Qui a été publiée, je crois, en novembre dernier, et qui est une merveille de culture, d'ouverture de l'architecture aux enjeux de la société, de la construction, etc., qui est absolument passionnant. Alors, vous avez débuté de quelle manière votre activité d'architecte ? J'ai commencé après le diplôme, donc en 2001, je suis parti en Bretagne travailler chez Jean Guervilly, qui avait une agence d'une dizaine de personnes qui travaillaient beaucoup sur des marchés publics partout en France. Et j'y suis resté 3 ans, donc 1 an et demi à Saint-Brieuc, puis ensuite je suis venu monter l'antenne parisienne de son agence pour suivre des concours qui avaient été gagnés à Rive-Gauche et à Toulouse, et développer aussi son activité parisienne. Et c'est là où j'ai rencontré Benjamin et Manuela à l'époque, donc en 2004, où ils venaient d'avoir les albums.
Alors, de mon côté, Arnaud a eu un parcours académique absolument brillant. Je pense qu'il est pas loin d'être le plus jeune diplômé de France de tous les temps, ou en tout cas pas loin. 21 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Parce que j'ai eu le bac jeune et la particularité C'est quoi le bac jeune? à 16 ans. Ouais. Et la particularité de l'école, c'est une année de prépa, ensuite il y a un concours, et ensuite c'est 4 années d'école. Et c'est un parcours qui n'est pas très sinueux, qui est assez dense, qui n'est pas organisé autour de figures comme Benjamin pouvait l'expliquer, mais qui est plutôt qui nous forme à avoir des outils, à réagir, qui est très scientifique finalement, et qui est en 4 ans, et qui en 4 ans forme des architectes. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est passé en INSA et maintenant forme des doubles diplômes. Ouais, ça je savais. Alors moi, à la fin des études, donc j'ai adoré et les classiques, avec notamment les cours de Jacques Frédet, et les modernes, avec notamment la figure de Sériani, qui était absolument passionnant, mais réellement passionnant, avec des outils pédagogiques fantastiques pour découvrir le projet. Mais la fin des études, il manquait un petit peu une sorte de raccord avec ce qui se passait, etc., etc. Alors j'ai commencé, je dessinais plutôt pas mal, voire très bien, donc j'ai commencé à faire des perspectives pour des architectes à la main dans un premier temps, et puis il y a eu l'exposition Jean Nouvel en 2000 à Beaubourg, qui a été quand même une claque en tout cas pour moi qui étais dans une école où on n'utilisait pas l'informatique et c'était pas le sujet, voire on était sceptique dessus, voir cette exposition avec ses rendus fabuleux dans les fonds noirs, etc. Bref, donc j'ai gardé mes crayons d'un côté pour gagner un peu d'argent, et puis d'un autre côté, je me suis mis à l'informatique. Donc j'ai commencé à faire des perspectives informatiques. Et puis j'avais un peu envie de réfléchir parallèlement de l'école, parce que je trouvais disons qu'il y avait des choses à faire autres. Et donc, on a fait des concours ouverts. J'en ai fait avec des copains. Je pense notamment à Sébastien Lemaire, qui a une très bonne agence d'architectes maintenant qui s'appelle Prototype. Et puis, avec Manuela Franzen, qu'on s'est rencontrés sur la bande de l'école, qui est devenue donc ma première associée. J'ai passé mon diplôme en 2003 et il se trouve qu'on a eu les albums des jeunes architectes en janvier 2004. Donc, en juin 2003, diplôme, janvier 2004, les albums. Et c'était la deuxième session. Il y en avait beaucoup moins qu'il y en a eu maintenant. Je pense avec du recul qu'on les a eus parce qu'on maîtrisait l'image. Et à cette époque, la maîtrise de l'image était beaucoup moins courante et évidente qu'actuellement. Qui a conduit à donc une activité professionnelle très précoce, dans la mesure où moi, j'ai quasiment pas travaillé en agence. J'ai un tout petit peu travaillé chez Michel Cagan et chez Laurent Baudouin. Le temps de faire quelques concours et de gratter et d'aider des copains, mais guère plus. Et donc, on s'est retrouvé avec Manuela à monter une agence qui s'appelait Coldbog Franzen, et très vite associé, dans la mesure où à cette époque, on a rencontré Arnaud. Et on a tout de suite commencé à travailler, Arnaud venant nous filer les coups de main sur les premiers petits projets qu'on touchait. Et alors, quels étaient ces premiers petits projets ? Alors, le premier petit projet de l'agence, c'est une extension sur un toit-terrasse à Neuilly-sur-Seine, qui est une pièce pour des gens qui sont devenus des copains, mais une pièce sur un toit. C'est ce qui nous avait permis de candidater aux albums à l'époque, parce qu'il fallait quelque chose de construit ou en cours de construction, ce qui était le cas. Et une fois qu'on a eu les albums, eh bien, on a commencé à candidater un peu sur des marchés publics, très modestement. Il y avait un cercle de parrainage des albums, ce qui était une aide, avec du recul, évidemment, et une aide précieuse. Et puis surtout, on a été démarché par des particuliers qui souhaitaient construire une maison à Sèvres, dont Arnaud s'est plus spécifiquement occupé, et donc qui a été un peu notre premier projet commun construit, avec des concours ouverts et des concours d'idées à côté. Combien de mètres carrés la maison, vous vous rappelez ? La maison, elle fait 240 mètres carrés. Oui, une belle maison. Dans un terrain magnifique, en pente, dans les coteaux de Sèvres. Avec surtout des clients exceptionnels, qui ont quand même eu le courage, l'intelligence de faire confiance à des jeunes architectes qui n'avaient rien construit, à nous écouter. Donc ça a été une merveilleuse aventure, et je pense qu'on leur est incroyablement reconnaissant. Et donc vous savez ce qu'elle est devenue, cette maison ? Ils y habitent toujours, et on est toujours en contact avec les clients. Bon. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Parce que vous construisez beaucoup. À la sortie de l'école, comment vous vous imaginiez ?
Moi, je n'avais pas du tout d'a priori sur le travail d'architecte et sur une carrière d'architecte en sortant de l'école. Je me suis dit, il faut pratiquer, il faut avancer, il faut être une éponge, il faut accumuler des connaissances. Et j'ai l'impression en tout cas moi, je suis toujours dans cette attitude par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui nous entoure, d'accumulation de savoir, de connaissances, et pas forcément d'avoir un destin à accomplir donc autant qu'en sortant de l'école. D'accord. Benjamin. La réponse est simple, oui, dans la mesure où moi je voulais tout simplement construire une maison, ça me semblait déjà immense, la maison, donc on l'a construite, on en a parlé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en faisant ce métier, on découvre une colère et une révolte, assez adolescente en fait, que je n'aurais absolument pas soupçonné à l'époque. J'avais l'image d'un architecte qui était très proche, beaucoup plus proche d'un artisan et d'un artisan éclairé, le fameux maçon qui lit le latin. Et puis en fait, on est des super témoins de notre société et puis des aberrations de notre société. Donc j'ai une envie à 44 ans de prendre une Kalachnikov qui s'appellerait l'architecture et de justement tout changer. Ce qui est assez drôle. Je pense que ce sentiment d'urgence sur toutes les choses à faire, en termes d'aménagement du territoire, en termes de paysage, en termes de consommation des ressources évidemment, en termes d'habitat, sur le logement, sur le bureau, sur la façon dont les décisions politiques sont prises, sur la concertation, etc., j'ai le sentiment qu'il y a une montagne de choses à changer face à nous. Je passe le réglementaire, etc., évidemment. Et ce qui est assez passionnant, notamment, je pense qu'avec Arnaud, on partage ce point de vue, on n'a jamais autant parlé d'architecture qu'en ce moment. Tout le monde parle d'architecture, mais de façon... Alors, on déteste ces architectes. Je pense qu'on déteste ces architectes parce qu'on est dans une époque de réseaux sociaux et tout le monde veut s'exprimer, tout le monde veut avoir un mot. Et cette parole de synthèse, qui est la parole de l'architecte, je pense agace, fatigue, n'intéresse pas ni les politiques, ni... Mais en même temps, on en a besoin parce qu'à un moment donné, à 90, il faut bien que quelqu'un propose quelque chose et fasse un premier pas. Et il se trouve que l'architecte, c'est un peu son boulot. On dit très souvent avec Arnaud qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. On a des clients qui nous payent pour ne pas être d'accord avec nous. Et c'est de l'ordre du transfert psychanalytique. C'est assez fabuleux. Imaginez d'être payé pour avoir des clients qui s'offusquent en n'étant pas du tout d'accord avec les propositions qu'on fait. C'est quand même notre lot quotidien. Donc, à nous d'avaler notre salive. Et donc, quand on pense au mouvement des Gilets jaunes, quand on pense à tous les débats sur l'automobile à Paris, par exemple, là, je suis venu en scooter, c'est devenu une aventure. Quand on pense au genre dans l'espace public, quand on pense à toutes les questions d'aménagement du territoire, évidemment à la crise Covid, au logement, au télétravail, à l'essor des villes moyennes, tout ça parle bien de l'architecture, entendue comme discipline qui s'intéresse à l'environnement construit, perçu et habité par les êtres humains. Et c'est extraordinaire de voir à quel point ça devrait être le fer de lance d'une politique nationale. Moi, j'appelle désespérément les candidats d'arrêter de nous ennuyer avec la sécurité et les caméras de vidéosurveillance, etc., qui n'est absolument en aucun cas et qui ne résoudra rien du tout. Et par contre, de convoquer un projet politique autour de la qualité de nos cadres de vie, qui parle d'agriculture, qui parle de paysage, etc., etc. Et tout ça, c'est de l'architecture. On va parler maintenant un peu de l'histoire de vos projets. On continue après la maison ? Après la maison, alors il faut qu'on parle un petit peu de l'époque où on était associé avec Manuela, parce qu'on a eu quelques projets intéressants. Notamment, on a fait un centre social à l'Arbrisseau qui a été nominé à Carte d'Argent, une médiathèque à Montauban qui était autant d'aventures assez de longue haleine. La personne de Manuela était très importante pour l'agence parce que moi, à titre personnel, elle m'a permis d'aider à sortir de Belleville, de découvrir toute l'architecture allemande que j'adore maintenant. Je pense à Rudolf Schwarz, à Tessenau par exemple, et de m'ouvrir comme ça à une culture qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Et puis Manuela a quitté l'agence de façon extrêmement sympathique. On s'est dit avec Arnaud que c'est probablement l'occasion de monter un nouveau projet. Et donc ce projet, c'est COSA. Alors, je te laisse peut-être en parler. Ouais. Donc COSA, c'est la continuité de Kohlbock Franzen et Associés. On a pu du coup prolonger les principes structurants qui font notre travail. Donc on a une grosse partie de notre façon d'aborder les projets qui est autour de la mise en équation des programmes. Comme exemple, on est en train de livrer un projet mixte à Bordeaux
qui illustre complètement cette façon d'aborder le projet, qui est une pure équation entre un socle, qui est un centre de propreté, donc avec un process industriel, des trames, des dimensions bien précises, surmonté de 4 niveaux de parking silo. Donc pareil, avec des dimensions bien données, des passages, des largeurs et des trames structurelles, et surmonté encore au-dessus de 4 niveaux de logement, qui a aussi ces trames, ces épaisseurs et ces dimensions. Et une partie de notre travail consiste justement à mettre en équation ces différentes données pour fabriquer un projet. Alors justement, je rebondis sur votre description. Quand on regarde votre production, on voit qu'il y a une rigueur. Vous êtes tout le temps dans la trame. Vous vous autorisez pas de liberté, beaucoup de liberté dans votre création. Ouais. C'est juste ? Ouais, c'est juste. Alors, la trame est compliquée en ce moment parce que le terme trame est incroyablement galvaudé, entre guillemets. Ce qui est terrible, c'est que alors, la trame est devenue une espèce de truc à la mode, alors qu'en fait, la trame, on s'en fiche, nous, d'une certaine façon. La question, c'est le contrôle géométrique du projet. Et le contrôle géométrique du projet, c'est ce que disait Arnaud, cette mise en équation, c'est qu'à un moment donné, on aime bien être capable d'avoir un raisonnement chiffré, parfaitement... alors, évidemment discutable, parce qu'on peut parfaitement faire autre chose. La question n'est pas du tout de se dire que c'est la bonne réponse. Mais où, à un moment donné, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de geste arbitraire, il n'y a pas j'ai fait ça parce que c'est plus joli, il n'y a pas, on parlait de storytelling, il n'y a pas ce discours qu'avait un peu une génération liée au postmodernisme, citant des fables, des histoires, etc. C'est pas un rejet agressif du tout, parce que je pense que tout ça a apporté plein de choses hyper intéressantes. C'est plus qu'Arnaud et moi fonctionnons simplement pas comme ça, et on n'est pas à l'aise en le moment où le projet flotte dans un truc où on a l'impression qu'on n'est pas capable de tout comprendre. Une fois qu'on a dit ça, il y a une échelle d'après. L'échelle d'après, c'est le moment où l'équation est en place. Et là, on peut parfaitement s'autoriser des choses. Mais on a compris l'équation. Donc si je reprends ton exemple, le bâtiment dont parle Arnaud, qui est ce centre de propreté, ce parking silo et ces logements superposés, eh bien, pour traiter le centre de propreté qui sont d'énormes façades opaques, alors qu'on est dans un milieu urbain, eh bien, on est venu copier-coller les façades de Gabriel du Port de la Lune, dans un béton imprimé, qui reprend complètement une modénature donc, d'un architecte du XVIIIe siècle. Alors là, pour le coup, on est dans l'arbitraire le plus total. On aurait pu faire ça ou complètement autre chose, mais l'échelle de l'équation et l'échelle du projet le permet. L'équation est derrière nous et là, on peut passer à autre chose. Donc c'est là où on parlait de douceur de la matière. On aime bien travailler les mains courantes, par exemple, les galbes, faire attention à ces choses-là, travailler les halls d'immeubles, faire en sorte de jamais avoir de lumière directe dans les yeux, parce que les néons c'est sympa, mais quand même ça agresse le regard quand c'est la nuit. Donc plein de petites intentions qui, elles, pour le coup, relèvent absolument pas de l'équation, relèvent d'une forme de sensibilité pure, mais l'équation est derrière nous, et c'est cette équation-là qui nous intéresse beaucoup. Je pense que derrière l'équation, il y a d'autres sujets, qui sont notamment la modularité, la flexibilité, la rationalité, mais dans le sens rationalisme des années 70, dans le sens Rossi du terme. Dans le sens Huette également, parce qu'il le défendait beaucoup, se dire qu'une architecture à un moment donné correspond à un programme, certes, mais que demain, si on veut qu'elle soit pas si bête et qu'on va pas tout mettre par terre, eh bien, il faut qu'elle puisse s'adapter à d'autres choses. Tout le monde le dit, mais en fait, la meilleure façon de le faire, c'est d'être dans une forme de neutralité ou de retenue formelle un peu extrême. Voilà. Je cherchais un encaissement dans le regard d'Arnaud. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ça me fait plaisir. Mais aussi, dans ces outils qu'on manipule, il y a quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué quand j'ai travaillé chez Jean Garvey, c'est qu'il m'a toujours dit on ne dessine pas quelque chose qu'on ne sait pas construire. Et du coup, là, je pense que c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup à l'agence, c'est de simplifier au maximum les mises en œuvre, parce qu'au final, il y a quand même des gens qui sont sur les chantiers et qui mettent en œuvre ce qu'on a dessiné, et que plus c'est simple, plus il y a des chances qu'on arrive au résultat escompté. Donc, une grande rationalité.
Une super grande rationalité qu'on défend très très fortement. L'agence en défend une notion qui est celle de l'ingénierie architecturale. Et 95% de notre métier, c'est l'ingénierie architecturale. C'est-à-dire de prendre des suites de contraintes qui en vrai n'ont aucune espèce d'intérêt, aucune espèce d'importance la plupart du temps, et de les intégrer dans une équation globale qui fait que quand vous passez devant, vous ne les voyez pas en fait intégrés. Et puis c'est pas une question, il ne faut pas en faire des... Alors malheureusement, ça nous prend un temps de bœuf, parce que quand je dis 95% de notre métier, c'est vraiment 95% de notre métier. Mais en même temps, c'est ce qui fait que il y a certaines architectures qui ne sont pas de très bonnes architectures dans le fond, qui sont même des projets un peu bêtes et qui sont pourtant de superbes architectures construites. Mhm. En découvrant votre architecture, parce que c'est vrai que tous les jours je découvre et je redécouvre, j'ai été très heureuse de voir que des architectes relativement jeunes, en pleine, comment dirais-je, Dans la force de l'âge, comme dit mon père. Ouais, voilà. Que cette rationalité constructive, qui est une idée moderne, peut-être que ça n'est pas votre dessin, mais cette rationalité, elle essaime encore, enfin, elle est dans un sens positif. Alors, c'est assez passionnant ce que vous voulez dire, parce que on touche du doigt un des paradoxes français. Moi, j'ai mis 15 ans, 20 ans à commencer à voir une façon d'en sortir. La fameuse querelle des anciens et des modernes. Ouais. C'est assez fascinant parce qu'en France, on oppose la tradition. Enfin, dans les écoles d'archi, on n'aime pas l'académisme, par exemple. Mais il faut se souvenir ce que c'est l'académisme. Alors, on n'aime plus depuis 68 l'académisme. Mais il faut se souvenir ce que c'est à la base l'académisme. À la base, l'académisme, c'est de chercher des règles qu'on va pouvoir enseigner, qu'on va pouvoir transmettre, qu'on va pouvoir expliquer, expliciter. Donc, par exemple, il est totalement évident que l'enseignement Uno que prodiguait Seriani est une forme d'académisme. Est-ce que pour autant le mot académisme, il faut le rejeter en bloc ? Bien sûr que non. La modernité, la croyance dans le progrès, évidemment, doit s'appuyer sur l'histoire et elle ne peut fonctionner que comme ça. Donc, il n'y a aucun antagonisme en vrai et qu'une fausse querelle des anciens et des modernes héritée du XVIIIe siècle à concilier les deux. Je pense que l'architecture qu'on développe est très héritière de l'architecture classique française. Je pense en toute modestie, parce que ça peut sembler d'une arrogance folle, mais si on analyse les projets, je pense à toute l'architecture classique du XVIIIe siècle, cherchait finalement par le contrôle géométrique à articuler différentes géométries. Les compositions de plans d'hôtels particuliers français sont des magnifiques démonstrations de comment par la géométrie on peut régler des irrégularités, etc. etc. J'ai toujours cette anecdote fabuleuse de Percy Fontaine travaillant sur le Louvre et qui se rendait malade du désaxement entre l'axe des Tuileries et le palais du Louvre. Et qui donc souhaitait, à la rencontre des deux axes, installer une fontaine pour qu'on ne puisse pas observer le désaxement directement. C'est assez passionnant parce que finalement, les questions qu'on se pose, nous, quand on fait un projet, sont les mêmes. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir un PLU ? Parce qu'en fait, le PLU, on s'en fiche. Le PLU, il changera 15 fois. Par contre, le bâtiment risque peut-être de rester. En tout cas, on le souhaite pour la planète de ne pas avoir consommé autant de matière pour rien. Et essayer de lui donner le maximum de cohérence, maximum d'évidence. Et pas subir des réglementations qui ne sont que transitoires. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui nous turlupine beaucoup. Et en même temps, je reviens. Une fois qu'on a mis en place cette équation, on a les 95% d'ingénierie architecturale dont je parlais tout à l'heure. On n'a pas fait l'architecture, là encore. On a juste calé des choses. L'architecture, elle va intervenir très étrangement dans l'accident. Si je reprends Percy Fontaine, qu'on fait la rue de Rivoli, la rue de Rivoli, c'est plusieurs centaines de mètres linéaires d'une façade assez répétitive. Et s'il vous parle de la rue de Rivoli, en fait, on ne pense pas à la façade répétitive en tant que telle. On se dit pas, tiens, c'est une barre ou un grand ensemble de l'époque. On pense à toutes les intersections étranges, la colonnade de Gabriel, justement, la place qui ouvre vers la Seine, une autre place vers le Palais Royal, etc., etc. Et donc, avec Arnaud, on cultive dans cette rigueur extrême l'art de l'accident, de la chose autre, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'est là où il se passe des choses, etc. Alors, dans quel type de programme vous intervenez ? Vous faites des logements aussi ? Oui. Ouais. En ce moment, on a différents types de projets en développement ou en chantier à l'agence. On a quelques projets scolaires et universitaires,
Donc collège, lycée, mais école d'ingénieur. Notamment, on refait mon école. Donc on a gagné le concours en 2017 de l'extension restructuration de l'INSA Strasbourg, avec un nouveau département architecture, ce qui est une vraie gageure comme relation à son histoire. Et donc universitaire, on développe en ce moment l'école supérieure de l'image de Poitiers. Et on travaille aussi sur des programmes hôteliers. Donc on développe un complexe hôtelier à Paris sur les Champs-Élysées. Donc en 20 000 m² de restructuration et extension sur les Champs-Élysées avec cinéma, commerce et hôtel. Et on vient de livrer un complexe hôtelier et para-hôtelier à Bordeaux, composé de deux hôtels. Ah oui, et en effet, avec une réhabilitation de silos. Oui. Et l'archi intérieure a été faite par Malapert, qu'on a interviewé dans Que vous avez interviewé. D'ailleurs, très réussi. Bravo. Eh bien, merci. Ça a été justement, typiquement, dans la mise en équation et le projet. C'est vrai que l'hôtel donc, illustre aussi bien la façon dont on fabrique les projets à l'agence. C'est-à-dire que toutes les chambres sont un empilement de stèles de béton préfabriqués, très réguliers, puisque c'est des chambres. Et elles sont surmontées donc d'éléments en toiture qui sont occupés par le restaurant de destination, le spa et la piscine, le bar ou les suites familiales, donc qui reflètent l'usage qui en effet et donc change l'expression de cette façade, si bien qu'un des meilleurs compliments qu'on peut avoir, c'est l'ensemble est une réhabilitation et vous, votre intervention, c'est juste les attiques. Donc ça, ce qui est assez intéressant. Et l'autre chose, c'est l'importance donnée au paysage et au jardin. Ce que ce projet illustre bien, c'est au cœur de l'opération, développé avec les paysagistes Neveu-Rouillé, un jardin très luxuriant, avec des arbres plantés déjà grands, qui a l'impression d'avoir toujours été là, et du coup qui donne une très grande force au programme. Vous construisez beaucoup ex nihilo ou vous avez maintenant, parce qu'on parle beaucoup de réhabilitation pour des raisons Évidentes. Voilà. C'est à peu près 50-50. Comment... Alors, je ne sais pas si c'est pas évident typiquement, quand on prend l'opération dont parlait Arnaud, à la base, nous, on avait une assiette vierge de tout, sauf 8 silos qui étaient là en béton, absolument magnifiques, qu'on voulait garder évidemment absolument. Un quartier autour qui est en train de se faire, donc en partie neuf, mais avec quelques vestiges de l'histoire. Donc là, typiquement, on est dans le mélange d'une architecture qui est très ancrée et évidemment située très précisément à cet endroit-là, qui pourrait absolument pas être ailleurs. Et en même temps, des modes de production de la ville contemporaine qui sont liés à des marchés privés, qui sont liés à des types de contrats passés assez complexes, qui conduisent à des architectures qui posent beaucoup la question de savoir quel est le statut du neuf et de l'existant. Pas facile. Ce qu'on cherche beaucoup à faire, ce que disait Arnaud sur l'hôtel, on a l'impression que c'est une réhab, mais on est super content de ça. En fait, il n'y avait que les silos qui étaient là, et tout le reste, c'est nous qui l'avons fait. Mais c'est très très bien, que les gens aient cette perception-là. Et puis au final, qu'est-ce qu'on va retenir de l'hôtel ? On va retenir la piscine sur le toit. On avait proposé le resto en haut, les 2 terrasses avec une vue plein sud sur Bordeaux. On va retenir les terrasses du d'hôtel 3 étoiles, le cordon de liaison vitré. Cette manière qu'on a eue d'évider les silos et de les donner à lire complètement de l'intérieur, en les faisant passer, en donnant l'accès de l'hôtel Renaissance par ces 2 silos. Et puis ce jardin, qui est l'espèce de pièce manquante, qui n'était pas du tout dans l'équation à la base, mais qui permet de faire en sorte que toutes les chambres aient une vue qui est plutôt sympa, quels que soient les hôtels autour, etc. Donc réhabilitation, oui, neuf également. Les circonstances du neuf, une question. Évidemment, on va travailler de la structure bois, évidemment, on va travailler de la terre compressée, etc. On aime beaucoup le fait de se dire que le bioclimatique, finalement, c'est justement une redécouverte du modernisme. C'est une prise de conscience assez drôle, mais de se dire qu'on regarde... alors je ne connais pas bien, à part l'article que vous aviez fait sur le 3e de Pont, et puis le podcast que vous aviez fait sur lui, mais j'ai adoré l'interview de Lavalou du Buisson, de Jean Dubuisson, et du Buisson qui parle des différentes trames, la trame d'1,20 m, la trame d'1,30 m, la trame d'1,40 m, etc.,
et qui a une façon de prendre l'architecture comme quelque chose d'extrêmement rationnel. Et parallèlement, les poignées sont dessinées par Martha Pan. Et donc emmène l'architecture absolument complètement ailleurs. Et lui-même, les halls de ses immeubles, etc., sont absolument fabuleux. Et ses logements sont absolument fabuleux. Mais bon, tout ça pour dire que porter cette espèce de foi dans une espèce de croyance moderne que va pouvoir porter le neuf, intervenir en même temps sur l'existant en considérant que c'est aussi ce qui ancre les projets, etc., oui, évidemment, sont autant de façons de faire l'architecture et avec plaisir. Des projets emblématiques, à part l'hôtel? Vous avez dans votre production d'agence des projets que vous estimez emblématiques? On est en train de développer, donc j'en parlais tout à l'heure, de l'école supérieure de l'image de Poitiers. Oui. Plus on avance dans le développement des études de ce projet, plus on en fait une machine. Et ça nous plaît, parce que cette machine, elle intègre toutes les contraintes, elle résout donc l'équation qu'on s'était posée de toutes les contraintes du début, la sismique, la ventilation naturelle, une rue intérieure de représentation pour l'école, et des éléments programmatiques portés par les futurs utilisateurs. Plus on avance dans les études, plus on arrive à enrichir cette machine, à la complexifier, mais en même temps avec des suites d'éléments simples, et sans rien dessiner, on en fait un objet très très riche. Ça va être un cours d'architecture pour les étudiants? Alors absolument pas, il faut que ce soit Non. l'inverse. C'est une école d'art, donc par exemple, on se pose incroyablement la question de savoir comment, alors pour le coup, ne pas dessiner, alors mettre en place suffisamment les choses pour que les étudiants puissent repeindre, bricoler, modifier, etc. Donc surtout pas en faire un objet de design fini, ce serait complètement absurde. Mais en même temps mettre en place les choses de façon suffisamment évidente pour organiser ce joyeux désordre. Parce que dans les choses, par exemple, la relation à l'usage fait partie de l'équation. La façon qu'on a de la traiter est très simple. On fabrique à chaque fois, quand on fait des logements, on fait plusieurs scénarios pour les logements, systématiquement. Avec les mêmes gaines, les mêmes équipements. On imagine le logement, je ne sais pas, une surface donnée. On imagine différents scénarios. Un couple, 2 enfants, un couple séparé et 4 enfants en garde alternée, une personne vieillissante qui vient habiter. Et on s'oblige comme ça systématiquement à meubler tout. Alors ça dépasse totalement le réglementaire. C'est là où je pense qu'à chaque fois que vous recevez des architectes, de toute façon, le réglementaire doit en prendre un coup dans l'aile. Mais le réglementaire est d'une gentille absurdité, d'une simplicité totale par rapport à la complexité de toutes les choses qu'on va aborder. Je pose volontairement la question. Ça m'arrive. Du réglementaire. Du réglementaire. Et donc, typiquement, envisager tous ces scénarios d'usage, c'est absolument passionnant. Les différents meubles qu'on va pouvoir y mettre, etc. Donc là, dans cette école de l'image, où en fait ils font de l'image, mais ils font de la vidéo, ils font des grands formats, etc. Et bien c'est explorer comment est-ce que, alors en étant le plus en retrait possible, le moins dans le design, le moins présent possible, parce que c'est surtout les étudiants qui doivent s'exprimer, eh bien on peut anticiper ou accompagner ces scénarios. Alors, comment est composée votre équipe? Vous êtes combien à l'agence? On est depuis quelques années une vingtaine de personnes. Oui. Et on est organisé en 4 pôles depuis quasiment le début. Donc il y a un pôle de maîtrise d'œuvre de conception, donc qui travaille sur les projets du concours à la consultation des entreprises, et puis qui ensuite participe au visa des plans d'exécution des entreprises. Ensuite il y a un pôle de maîtrise d'œuvre d'exécution, donc qui est plus donc présent sur la partie chantier, donc qui prend le relais une fois que l'entreprise est là, qui assure le suivi des projets de l'agence jusqu'à la livraison. Donc qui est épaulé par la partie conception sur les visas, et qui à l'inverse redescend un peu les informations à la conception, les retours d'expérience, les détails qui fonctionnent bien, les détails qui n'ont pas fonctionné, et qui participe aussi à la coordination des études. Donc avec le reste des équipes de maîtrise d'œuvre. Ensuite, on a un pôle qu'on appelle simulation des paramètres physiques du bâtiment, qui a aussi la compétence BIM, qui est une compétence qu'il faut avoir, mais qui surtout, nous c'est un outil. C'est vrai que Benjamin en parlait au début. L'image, il a commencé à faire des perspectives, et c'est vrai que l'image est restée, le modèle 3D et l'image est resté une manière de
de présenter et de communiquer le projet, mais aussi de le tester. C'est-à-dire de le tester en interne, de le tester dans les restitutions, d'en discuter et de le faire évoluer. C'est-à-dire que l'image nous accompagne de la première esquisse, même pendant le chantier. On continue à faire des images, à tester les choses. Donc c'est un réel outil. Et on développe aussi dans cet outil de simulation des paramètres du bâtiment les façons de tester les paramètres thermiques, de bioclimatisme, de gestion des fluides, des vents. On fait un projet où on a des cheminées de ventilation naturelle pour un lycée donc à Nangy. Et justement, cet outil nous permet aussi de tester ces éléments. Et le dernier pôle, c'est le développement, la communication et la recherche, qui accompagne aussi les projets depuis le début, donc avec des recherches historiques, des recherches d'archives, et qui est un outil aussi pour la conception, pour avancer dans les projets. En tout cas, bravo sur ce point, parce que j'ai vu que vous aviez un profil calibré. C'est très agréable quand on est de l'extérieur, moi qui suis passée par cette pratique-là. Et bravo, parce que je pense que c'est quelque chose qui est sous prétexte que la com, c'est juste un coup d'éclat. En fait, non, ça participe au développement et c'est fort important. Alors quand c'est enraciné. Tout à fait, c'est très bien que vous dites ça, parce que... Alors, juste un petit complément derrière ce que vient de dire Arnaud, il y a une équipe. Cette équipe, elle est stable depuis quelques années. On travaille avec la même équipe. Donc Arnaud et moi, on est plus spécifiquement sur la conception. Il y a Jérôme Barras qui s'occupe de la direction des travaux. Il y a Catherine Brunini qui s'occupe de l'administration et Pauline Lefort de la recherche et de la communication. Et puis on a une équipe de jeunes loups qui s'occupent des simulations des paramètres physiques du bâtiment. C'est important parce que ça fait une culture d'agence. Dans ces différents pôles, il y a des personnalités qui sont extrêmement talentueuses tout autant qu'elles sont, avec lesquelles on travaille depuis des années. Je pense notamment à Théo Filmar-Morin et à Grégoire Stouck, mais à tout le reste de l'équipe également. Donc ça fait une culture partagée, un socle commun qui est très important. Pour revenir sur la communication, sur ce que vous dites, il est absolument évident que la communication, pour appliquer une nouvelle langue générique, n'a aucun intérêt. La communication, c'est de la recherche et de la réflexion sur à qui on s'adresse, ce qu'on a à dire, la spécificité de ce qu'on a à dire également. Et c'est quelque chose qui est très précieux. Donc Pauline Lefort, effectivement, qui parallèlement enseigne, mais nous nourrit à chaque fois les projets d'approche historique, de recherche autre, etc. Et ce travail-là est effectivement pour nous assez important. Comment vous imaginez le monde d'après ? Les architectes sont obligés de voir loin, devant. Alors, le monde d'après... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Absolument. Alors là, le problème, c'est plus le temps de la réponse. Ouais. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une révolution à mener et qu'une Kalachnikov peut être l'architecture, entendue comme cette discipline assez ouverte, assez poreuse. Je crois qu'il y a tellement... Mais alors, tout a changé. Il y a plein de choses bien, attention. C'est pas du tout... mais il y a la production qu'on a du logement, par exemple, est une aberration sidérante. Est-ce qu'on peut réfléchir à l'orée du XXIe siècle au fait qu'on conçoit le logement à base de T2, T3, T4, où théoriquement, donc, on changerait, comme on change de voiture tous les 2 ans, on change de logement suivant le nombre d'enfants qu'on a. C'est quand même un truc, quand on y réfléchit, qui est assez passionnant. Vous avez un enfant, vous changez de logement. Puis l'enfant part, et ben vous rechangez de logement. Non, c'est évidemment pas fait comme ça. Or, les programmations qu'on a en logement continuent à être comme ça. On reçoit, il nous faut 25% de T2, 25% de T4 et 50% de T3, et puis voilà. Aucune réflexion sur la granulométrie dont on aurait réellement besoin, quels objectifs politiques pour le faire. Donc, on prend le logement, on devrait pouvoir fantasmer des quartiers en se disant, ce quartier-là, ce sera le quartier des lofts à bobos. Tel autre quartier, ce sera le quartier des bourgeois réac, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu de loft à bobo dans les bourgeois réac et réfléchir comme ça, ensemble, sur donc un projet, donc est un pur projet politique d'aménagement à très grande échelle. Là, vous voyez, on n'en est pas là du tout. On parle de concertation, qui globalement sont à peu près toujours les mêmes conclusions, etc., etc., alors il y aurait une vision à avoir.
Imaginons demain une taxe carbone. Imaginons tout ce qu'engendrera une taxe carbone. C'est-à-dire que soudainement, des ressources locales complètement dépréciées deviendraient en fait hyper intéressantes. D'autres ressources qu'on utilise, enfin vous n'êtes pas sans savoir par exemple que quand on fait une pierre d'Île-de-France, en Île-de-France, elle vient du Portugal. Donc peut-être qu'on, je ne sais pas, retrouverait des gisements, peut-être qu'on trouverait d'autres astuces. Donc moi par exemple, je serais très curieux de voir ce que fabriquera une taxe carbone. Alors c'est évidemment pas contre les pauvres âmes qui doivent payer leur diesel de leur automobile et faire 200 km par jour, la question. La question, c'est appliquer dans le monde du BTP l'impact que ça pourrait avoir. On fabrique actuellement un projet où l'usine de béton préfabriqué est implantée au bout d'une nationale, où dans l'absolu, il n'y a aucune raison d'y implanter une usine de béton préfabriqué. C'est beaucoup trop compliqué d'accès. Donc il y aura une distribution complète comme ça au niveau du territoire si on avait ces choses-là. Donc j'espère que le monde d'après se posera ces questions-là, et puis évidemment bien d'autres. Promenons-nous en France et puis globalement en Europe. Maints paysages sont ravagés. Les entrées de ville sont un saccage total. Certaines villes sont... Moi, j'appelle désespérément en France, par exemple, j'adorerais qu'il y ait une politique nationale. Alors, je le dis avec le sourire, on ne le voit pas. J'adorerais une politique autour de la qualité, autour... C'est quand même fabuleux, la France. On nous raconte que c'est le pays du luxe et puis de l'art de vivre. Et on s'autodétruit. Regardons la pauvreté de ce qu'on construit. Mais quand on parcourt la France, c'est fabuleux. Il y aurait tout à imaginer, à fantasmer différemment. Donc le monde d'après, alors là, moi, je sais pas, je pense qu'on pourrait tous s'y mettre. Il faudrait être capable de quitter le mode apéro pour attaquer réellement une sorte de construction politique. Mais là, pour le coup, il faudrait un peu plus de temps qu'on en a. Le politique qui gagnera aura inventé la journée de 48 heures. C'est pas faux. C'est Paul de Ponte qui disait ça. Ah bon ? Oui. C'est un grand homme. Donc, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Je vais reprendre une partie de votre introduction, mais c'est vrai que... C'est votre introduction. Oui. Il faut répéter que l'architecture, c'est simple et que c'est le contexte qui est compliqué. Donc, à mon avis, il faut avoir les outils pour aborder de façon simple l'architecture. Et après, il faut s'ouvrir par des voyages, par des discussions, des lectures au contexte, et puis se confronter au contexte. Mais ça sera toute leur vie. Donc, peut-être prendre des cours de boxe aussi. Alors, l'architecture comme sport de combat, ça, c'est une évidence, mais... Non, mais c'est vrai que ce que vient de dire Arnaud, je pense, est important. L'architecture, en vrai, c'est simple. Ce qui rend extrêmement compliqué l'architecture, c'est tous les paramètres qui sont justement pas des paramètres quantifiables. C'est pour ça que nous, l'approche computationnelle nous amuse beaucoup, parce qu'elle montre vraiment qu'elle est faite par des gens qui n'ont pas la pratique quotidienne du projet. Le projet, c'est quoi ? C'est un maire qui dit « Tiens, j'aime pas le rouge ». Bon, il aurait pu dire j'aime pas le blanc, j'aime pas, voilà. Alors le problème de ce maire, c'est qu'on peut le détester, hein. Je pense qu'on s'en prive pas d'ailleurs, mais fondamentalement, il faut l'intégrer dans l'équation. Donc c'est pour ça que je souhaiterais, dans cette question de la mise en équation, surtout pas croire que c'est une architecture computationnelle qui vise un résultat unique. C'est une architecture qui prend un faisceau de paramètres et qui essaie dans ce faisceau de paramètres de trouver les choses les plus justes et les plus fiables pour mettre tous ces paramètres en relation. Et c'est vrai que les étudiants ont une tendance à croire que l'architecture, c'est bien quand c'est complexe, alors qu'en fait, l'architecture, en vrai, vous savez, vous prenez un mur, la pluie qui est passée dessus, l'ombre d'un arbre dessus, et fondamentalement, ça pose des questions ontologiques qui sont merveilleuses, d'où on est, du temps qu'il fait, de la saison, à quoi sert ce mur à cet endroit-là. C'est très heideggerien, mais c'est un petit peu vrai. Je pense qu'il peut revenir à des choses complètement évidentes, fondamentalement. Moi, je rajouterais à ça, Arnaud, le fait qu'il faut des têtes extrêmement bien faites. Et qu'il y a plein de métiers dans l'architecture, mais qu'il faut prendre la chose de la façon la plus froide possible, pas la prendre frontalement, essayer d'objectiver au maximum la relation aux choses. Et puis de temps en temps, une fois que les 95% d'ingénierie architecturale sont faits, s'ouvrir à une forme de tendresse ou de sensibilité, mais comme disait Nietzsche, les poètes n'ont pas la pudeur de leurs aventures et les exploitent. Garder une forme de pudeur vis-à-vis de ça. Ça va faire un excellent mot de la fin.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.